cette rentrée, effectivement, on est le nez dans le guidon comme d'habitude dans la cyber, mais peut-être avant de regarder un peu plus loin, il faut regarder pour une fois qu'on a des bonnes nouvelles en matière de cyber. L'ANSSI a publié le bilan des JO d'un point de vue cybersécurité et on peut se féliciter en effet que il ne s'est pas passé grand-chose, mais si ne s'est pas passé grand-chose, c'est parce que les gens ont bossé, les gens ont mis en place, orchestrés par l'ANSSI évidemment, des dispositifs qui ont été probablement dissuasifs, en tout cas qui ont éloigné beaucoup des cyberattaquants, puisqu'on compte voilà, quelques dizaines, centaines de cyberattaques, mais qui ont toutes été contrées. Donc ça montre bien que quand on travaille ensemble, quand on fait de la prévention, quand on fait de la sensibilisation auprès, je pense aux multiples petits sous-traitants des JO, eh bien, ça porte ses fruits et je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. En tout cas, nous, c'est notre raison d'être au Césin, hein, le travailler ensemble. Et je pense que là, c'est un bel exemple de ce qui a bien fonctionné. Alors, évidemment, 2024, hein, c'est l'année de la réglementation. On parle de NIS 2, on parle de DORA, du CRA, de SREN. Enfin bref, il y a énormément de textes aujourd'hui qui arrivent sur l'agenda des RSSI et c'est plutôt une bonne chose. On a vu hein, l'exemple des JO où on a en effet entraîné, je dirais, des petits, des sous-traitants vers une sécurité supérieure. Eh bien, la réglementation, en particulier NIS 2, c'est ce qu'elle va faire. On parle de 20 000 entreprises impactées par NIS 2. Bah, ça fait 10 ou 13 000 petites boîtes, si on enlève les grandes entreprises et les ETI qui vont être dans le scope, mais qui sont déjà, je dirais, aguerris à ces sujets. Ça va être effectivement quelques milliers d'entreprises qui vont être entraînées vers une sécurité supérieure. Et ça ne pourrait être que positif, puisque aujourd'hui, on voit bien que les attaquants ne s'attaquent plus au gros en direct, ils s'attaquent au gros par l'intermédiaire de leurs sous-traitants. Et les grandes entreprises ont toutes les peines du monde à faire en sorte que ces sous-traitants soient à un bon niveau de sécurité, en tout cas au niveau qu'ils souhaiteraient avoir pour leur donner. Donc NIS 2 va remettre un petit peu, je dirais, l'église au milieu du village et va pouvoir en effet permettre à un écosystème de se renforcer durablement, sachant que pour moi, NIS 2 n'est qu'une étape, puisqu'il faudrait, c'est qu'à la fin, toute entreprise dignement constituée à partir d'un certain seuil, à l'instar de ce qui a été fait pour les RGPD, on devrait avoir, je dirais, une réglementation, une obligation juridique pour les dirigeants, comme on l'a pour la sécurité physique et incendie, eh bien une obligation pour les dirigeants de mettre en place de la sécurité pour protéger leur patrimoine informationnel. Bah, déjà, il ne faut pas attendre 2 ans et demi avant de commencer les travaux. Je pense que si l'ANSSI a mis ce délai, c'est parce qu'elle estime en effet, et probablement à juste titre, que pour un certain nombre d'entreprises qui ont parfois, je pense aux collectivités locales, qui ont des contraintes d'achat, qui ont des appels d'offres marché public, etc. Enfin, plein de contraintes qui font qu'elles ne sont pas forcément très souples dans l'achat de dispositifs de sécurité. Je pense qu'effectivement, 3 ans me paraît être une bonne échéance. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on met une échéance à 3 ans qu'il faut commencer à se retrousser les manches dans 2 ans et demi. Il faut commencer dès maintenant parce que, en effet, ça va prendre pour un certain nombre de secteurs d'activité pas mal de temps avant d'arriver en effet à ce niveau de sécurité satisfaisant. Alors, il y a bien évidemment, hein, après ce bilan des JO plutôt positif, il y a bien évidemment beaucoup de défis. On a parlé de la réglementation, c'en est un, mais on voit bien que l'IA aujourd'hui a fait une entrée fracassante dans pratiquement toutes les entreprises. Et si on a salué l'IA au service de la cybersécurité, ça fait quand même quelques années
qu'un certain nombre de dispositifs, en particulier autour des systèmes de supervision, de SOC, SIEM et autres, on a déjà de l'IA inside dans ces solutions-là. Donc l'IA au service de la sécurité, on s'en félicite, on pense que ça va aller crescendo. Hein. Je pense en particulier à un sujet comme l'IAM, qui est tout à fait, la gestion des accès et des habilitations, qui est tout à fait candidate à ce genre de dispositif. Par contre, évidemment, l'autre côté de la médaille, c'est l'IA pour les attaquants. On se doutait bien que les attaquants allaient utiliser ces technologies pour pour devenir plus efficaces finalement sur des attaques classiques. Hein. Je pense au DDoS par exemple, du DDoS généré par de l'IA. C'est sûr que ça va être une tuerie. Mais ce qu'on avait peut-être moins vu, c'est c'était l'utilisation du deepfake. Et je pense en particulier aux arnaques aux faux présidents qui commençaient à baisser de régime parce que les entreprises faisaient ce qu'il fallait en termes de sensibilisation pour éviter que le comptable fasse un virement de 10 millions d'euros la veille d'un 15 août sur injonction de son patron. Mais maintenant, quand le même comptable va avoir devant lui une image de son patron, le son, la voix de son patron, et qu'en fait ce sera un deepfake qui lui demandera de faire le fameux virement, ça va être un peu plus compliqué pour prévenir ce genre de situation. Donc, tous ces sujets autour de l'utilisation de l'IA pour le service des méchants est, à mes yeux, le défi à venir et déjà même présent dans l'agenda des RSSI. Alors, dans l'œil du Césin pour cette rentrée, on a sorti notre baromètre on sort un baromètre tous les ans sur la cybercriminalité et cybersécurité au mois de janvier. Et d'une manière un peu plus irrégulière, on sort un baromètre sur les salaires. Le dernier datait de 2021, donc il était temps de refaire une nouvelle version. Ce que nous apporte cette version-là, c'est qu'on s'est beaucoup intéressé au sujet de gouvernance, parce qu'effectivement, on peut prendre un certain nombre de critères comme la taille de l'entreprise qui influe sur le salaire, hein, la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, l'ancienneté dans le poste, la formation, l'âge du RSSI, enfin bref, plein de critères qu'on avait pris dans les précédentes études, mais on s'était moins intéressé à la manière dont finalement ce chef d'orchestre, hein, puisque le RSSI est un peu un chef d'orchestre, comment il s'organisait et quelle influence ça avait sur sa rétribution. Et donc, c'est ça qui est nouveau dans cette étude. Alors, l'étude, évidemment, elle montre une progression salariale pas extraordinaire, mais voilà, qui était déjà… la moyenne était déjà bien placée. Hein, on frôlait les 100 000, maintenant on les dépasse en moyenne. Mais avec en effet un corollaire, c'est comment finalement, pourquoi un RSSI d'une ETI est parfois 5 fois moins bien payé qu'un RSSI d'un grand groupe. Eh bien, voilà, ça s'explique très bien par la taille de l'entreprise, encore une fois, par le secteur d'activité, mais aussi par les moyens qui sont donnés au RSSI. Ce qu'on observe également dans cette analyse sur la gouvernance, c'est qu'on voit que une évolution qui, à mes yeux, est tout à fait positive du profil de RSSI, c'est-à-dire qu'il y avait, il y a quelques années, une espèce de chasse aux technophiles, enfin les gens qui étaient trop techniques, c'était mal, et il fallait parler au COMEX et il fallait faire des beaux PowerPoint. Bon, il y a un juste équilibre qui s'annonce là et qui me semble, enfin qui nous vient aussi des États-Unis, hein, où la technologie est restée toujours prégnante dans l'agenda des CISO là-bas. Et je pense qu'on est arrivé maintenant à un juste équilibre entre le fait que, évidemment, il faut que le RSSI puisse parler au COMEX, puisqu'on le voit dans le sondage, plus de 50% d'entre eux sont en N-2 du COMEX. Ça veut dire qu'ils n'ont qu'une porte à ouvrir avant d'atteindre le sommet de l'organisation de l'entreprise. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais il faut aussi que, voilà, si le matin ils vont au COMEX, il faut que l'après-midi,
il soit capable de tenir tête aux injonctions des techniciens et autres développeurs réticents à la cyber et qui comprennent bien finalement les enjeux de ce qu'ils protègent. Je pense qu'un bon RSSI ne peut pas exercer son métier d'une manière satisfaisante s'il ne comprend pas enfin, comment dirais-je, la prégnance technique du sujet.